Demain je change de continent. J'ai tellement hâte que je n'ai pas l'impression d'avoir peur. Dans un livre que je suis en train de terminer, il est dit qu'explorer une partie de ce pays revient à explorer une partie de soi. Je ne tiens pas en place. Dans ma tête, les citations faisant l'éloge du caractère extraordinaire de ce pays s'accumulent. Cette dernière journée d'organisation ne peut que être fade par rapport à ce que je vais vivre demain. Son existence n'a de sens que pour ce qui va suivre, dans le deuxième plus grand pays du monde, qui ressemble d'ailleurs plus à un continent. Jour 1. En vue de la perspective de ce voyage, je n'ai presque pas dormi. Je dis « en vue » car je ne me vois évidemment pas dire « à cause ». Sur le chemin qui m'a mené à mes ailes d'acier, je vis le ciel naissant, en me disant que c'était peut-être la dernière fois que je le voyais. Le vertige de me dire que je serais tout là-haut dans quelques heures, et pendant quelques heures s'ajouta à ma peur. Mais toujours j'avais hâte. Pour m'envoler dans les airs, je devais passer par le monde de la routine. Des gens tristes, des gens sérieux. Je n'exagère rien, c'était palpable. Souvent je ferme les yeux dans les transports publics, comme pour refuser la banalité, la violence et la laideur de cette déception qu'est le quotidien. Pour me rendre à l'aéroport, je suis passé par Paris, qui ne m'a pas manqué. Moi qui l'ai connue dans une autre vie, elle me fit l'effet d'une usine, infernalement belle. Très vite, les structures de l'aéroport m'ont intimidé. J'avais l'impression d'être dans une description futuriste d'un livre de science-fiction, tant les dimensions de ce béton étaient grandes, et leur forme curieuse et symétrique. Le vol s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup moins peur que ce que je pensais, surtout au décollage. J'étais inquiet, des sensations auxquelles j'allais devoir faire face, et je me demandais comment j'allais y réagir émotionnellement. Mais finalement, c'était beaucoup plus doux et agréable que dans mon esprit. En fin de compte, le pire à vivre aura été l'appréhension inutile. C'est quelque chose que je remarque souvent d'ailleurs. Ce que l'on imagine est pire que ce que l'on vit. Je n'ai d'ailleurs aucun exemple d'un moment de vie dans lequel j'ai eu raison d'appréhender. À un moment du vol, j'ai jeté un regard sur tous les passagers qui s'offraient à ma vue, et la pensée insolite, que j'étais avec quelques centaines de personnes, à plusieurs milliers de mètres de haut, à une vitesse folle, m'a fait sourire. J'ai trouvé ça émouvant. Dès l'atterrissage, ma vie a comme gagné en grandeur. Ça y est, j'avais enfin posé mon pied sur le sol canadien. J'avais coché une case mentale, qui apaisait ma peur de la mort, et qui, je cite comme mon esprit se le formule, s'ajoutait aux choses que j'aurais au moins faites avant de mourir. Tous les Canadiens que j'ai rencontrés durant ce voyage auront été à la hauteur de leur réputation de gentils. Il y avait même un côté impressionnant à évoluer, entouré de ces Nord-Américains. On se serait cru dans un film. Ils avaient tous une aura impressionnante, ils paraissaient plus sereins, plus vivants. En roulant dans le pays pour la première fois, je me mis tout de suite à m'imaginer vivre ici, pour voir ce que ça me faisait. Si par hasard, mon existence n'avait pas plus de sens ici. Je fus entouré de nouveaux décors imposants. Cela mit un coup de grâce temporaire à mon narcissisme quotidien. Je regardais toutes ces vies par la fenêtre. Il y en avait trop pour compter combien ne me connaissaient pas encore. Sans parler de ceux que je ne pouvais tout simplement pas voir, cachés par ces habitations anonymes. Ça m'a rendu triste, car je me suis dit que peu importe ce que je ferais de grand dans ma vie, rien ne suffirait vraiment pour compter dans la vie de tout le monde. Et d'ailleurs, pourquoi faire? C'est absurde. Pourquoi vouloir plaire à tout le monde, puisqu'il n'y a pas que des gens bien sur Terre? Peu importe. L'humour québécois dont je fis la rencontre, en voyant des panneaux de publicité géants défiler sous mes yeux, mit fin à mes préoccupations égotiques. Et même s'il me faudra du temps, avant de me rendre compte de la chance que j'ai d'être ici, j'étais content de ne pas attendre d'être âgé pour voyager. En plus, le voyage sera très fatigant, même avec ma jeunesse en renfort. Maintenant je sais, et c'est la leçon que je tire de ce premier jour. Peu importe ce que l'on fait de grand, on reste petit aux yeux du monde. Tous ces décors inconnus, faits de bâtiments, de rues, de routes, me semblaient inanimés, car ma conscience n'y était pas passée, comme si je voulais contaminer le monde, pour le sortir de l'inconscience, et qu'une part de moi devienne omnisciente. Oui, c'est cela. Devenir suffisamment important pour qu'une part du monde devienne littéralement moi. Mais cela dépasse le narcissisme aveugle. C'est une motivation qui naît du désir d'une expansion de ma conscience, d'une transcendance. Mes premières heures à marcher dans une ville canadienne m'ont tout de suite rappelé la chance et l'anomalie que c'est d'être français, que par rapport aux autres, on n'est vraiment pas rien, culturellement parlant. Et je dois bien vous l'avouer, surtout en termes de nourriture. Les bâtiments de Montréal m'ont donné pour la plupart une impression irritante, de carton-pâte, de faux, d'inanimé toujours, car peu gorgé d'histoire. Par contre, les grandes avenues, typiques de ce coin du monde, me donnaient l'impression de mieux respirer. Avant de m'endormir, j'ai brièvement regardé la télévision locale. Et en voyant le journal national, j'ai vite compris qu'ici au Québec, les mœurs étaient plus libres qu'en France. Les politiques paraissaient moins sérieux, plus humains. Ils rigolaient beaucoup plus que les nôtres, tout comme les scientifiques. Je ne cesserai de m'en rendre compte durant mon voyage. Il y a un bon sens humain en Amérique du Nord qui n'existe pas en France. J'aime cet aspect de ne pas se prendre au sérieux. Ça me fait du bien,
après toutes ces années d'autorité académique, trop souvent bête et méchante. Deuxième jour. Le petit déjeuner et les discussions sans intérêt qui l'accompagnent furent là pour me rappeler que j'étouffais à force de vivre dans l'anecdotique. Mais un peu plus tard dans la matinée, et une fois au sommet du Mont-Royal, avec la vue sur toute la ville et ses lointains alentours, j'avais l'impression d'être un empereur face à son royaume, qui constate son armée qui triomphe au loin. Je le sentais. La grandeur de cette ville me défiait. Mais aujourd'hui j'eus du mal à rester dans le monde. Mes pensées furent beaucoup de bruit. Et dans ces moments-là, à part les mots d'un proche, la musique ou les sons de la nature, le bruit du monde sonne comme un excès, un surplus indésirable. Cela m'a rappelé que je n'aimais plus les bruits de la ville. C'est insupportable. Il y a toujours quelque chose qui gronde au loin, s'y ajoute un klaxon, une sirène, un cri, une contestation. Mais ce soir j'ai mangé dans un lieu entouré de nature, à ce qu'il paraît proche des ours. Une fête assourdissante résonnait à l'intérieur de la grande salle, qui ressemblait à une cabane en bois géante. La fatigue me fit très vite ressentir une aversion pour cette fête, un peu trop insouciante et bruyante à mon goût. Alors je sortis dans l'obscurité naissant, et m'assis pour écrire. Parfois le courage, c'est de s'isoler d'une fête pour créer. La construction d'un projet nécessite du calme. Ce soir, j'étais presque fier de fuir la promiscuité. Durant cette soirée, j'aurais au moins découvert le goût du sirop d'érable. Et je comprends mieux maintenant pourquoi les Canadiens ont choisi la feuille d'érable pour leur drapeau. Troisième jour. Je crois que j'ai tellement fantasmé l'Amérique du Nord que j'ai toujours un peu de mal à réaliser que je suis ici. La preuve, aujourd'hui j'ai rejoint un point d'observation, où il est parfois possible de voir des baleines émerger du bleu glacé. Et même face à ces immensités vertes, à ces roches et à ces eaux sombres d'une rare élégance qui m'ont fait penser à de l'encre noire, en jetant mon regard par-dessus bord, j'ai fait le constat de ma vie. Et même face à cette beauté, je me suis demandé quand vais-je me mettre à vivre vraiment, comme si ce que je vivais n'était jamais suffisant. Oh, je m'en suis voulu de penser ça, surtout ici, car c'était bien mieux que tout ce que j'avais vécu depuis très longtemps. Et pourtant. Quatrième jour. Il n'y a qu'à regarder ces amas de coton géants qui flottent dans le bleu, pour se rappeler que l'on vit dans une réalité où tout est possible. Aujourd'hui, je fis quelques villes canadiennes, qui me semblèrent être des déserts culturels, dont une ville en particulier, dont je tairai le nom, mais qui m'a donné l'impression de poubelle multiculturaliste. Le luxe américain et l'extrême pauvreté se côtoyaient dans l'absurde. Un sans-abri torse nu promenait un arbuste avec une laisse, tandis que les touristes souriaient mécaniquement à leur téléphone dernier cri. Triste dissonance. Enfin, autrement je fis de nombreux déjeuners durant mon séjour, et cette observation amusante, qu'à table, et peu importe l'endroit où j'étais, il y avait cette constante, que les femmes parlaient entre elles et que les hommes se taisaient entre eux. Cinquième jour. Aujourd'hui j'ai navigué entre les 1000 îles, des petits bouts de terre appartenant au genre de personnes, dont la fortune n'est pas vraiment concevable par l'imagination et la rationalité. Je pus parler avec l'un d'eux. Il m'expliqua qu'il avait une île pas loin, et qu'il avait un bateau pour s'y rendre. Sympa comme dimanche matin. Bien sûr, ça m'a fait rêver de voir ces maisons aux airs de manoir, sur des petits îlots. Mais cette richesse avait quand même quelque chose d'écœurant. Plus tard dans ma journée, je suis passé par Toronto, et ces gratte-ciels intimidants, presque étouffants, qui semblaient toujours à 2 doigts de me tomber dessus, ou semblaient au moins se pencher vers moi. Je n'ai aimé dans cette ville que la plus grande des tours, dont la hauteur lui donnait une grandeur qui résonnait en moi. Ma journée s'acheva aux chutes du Niagara. J'ai démystifié le lieu. Quelle sensation étrange que d'être dans un lieu aussi connu. Enfin, je suis passé par ce qui était probablement le quartier le plus riche de Niagara. Pareil, un monde à part, trop à part et luxueux pour ne pas être sinistre à mes yeux. J'irais presque jusqu'à dire que c'était un lieu violemment riche. Dans la nuit, je vis au moins un raton laveur. Ça paraît idiot d'en parler, mais je note que durant ce voyage, les animaux auront été une de mes principales sources d'émerveillement. Bien plus que les gratte-ciels déshumanisants ou la démesure américaine. 6e jour. Ce matin, je suis retourné aux chutes du Niagara. J'étais aimanté par leur beauté. Je devais revoir une dernière fois ces cascades de nuages éternels. Après ce qui fut une de mes plus belles contemplations de ma vie, et comme je ne suis pas parfait, je fis une boutique de souvenirs. Et je vis sur un souvenir, écrit en anglais, « Être normal, c'est ennuyant ». Ça m'a plu, mais je ne l'ai pas acheté, j'ai préféré garder ma dignité de touriste raisonnable. Il n'y a essentiellement qu'avec les livres que je suis un acheteur compulsif. Enfin, j'aime à le croire. Plus tard, je dus passer la frontière américaine pour rejoindre les États-Unis. L'autorité de ces douaniers m'intimida et m'agaça par la suite. Je note que mon humanité disparaît quand on la soumet à des règles. Aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup de petits villages. Les drapeaux américains et les affiches de militaires morts pour le pays étaient partout. Ce patriotisme assumé et décomplexé m'a fait un bien fou. Il m'a paru sain. J'ai d'ailleurs, durant mon voyage, vu une interaction entre 2 Américains, qui ne se connaissaient pas et qui pourtant se traitaient comme des frères. Ils avaient conscience d'être du même pays. En France, il n'y a pas cette évidence patriotique entre nous, sauf chez les militaires peut-être.
Cela faisait déjà quelques jours que je constatais que je préférais les grands espaces et campagnes aux grandes villes américaines, qui me semblaient trop souvent être le règne de la superficialité. Durant les mauvaises heures de certaines de mes journées à vagabonder dans cette pollution moderne, je me disais, les États-Unis, de très grandes rues qui ne vont nulle part. Car en effet, je vis un nombre incalculable de lieux qui étaient choquants quand on sait la réalité climatique de notre époque. Des restaurants avec des télés partout sur les murs, peut-être une centaine de télés sur 200 mètres carrés, diffusant le sport, les informations, et malgré le fait que le restaurant était plein, personne ne regardait un seul écran. Pathétique. Qu'on ne me culpabilise plus jamais avec ces histoires de bilan carbone, pensais-je. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Que dire des écrans géants de Times Square, allumés jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis des années, simplement pour promouvoir Coca-Cola et McDo. Les États-Unis donnent vraiment cette impression, de vivre dans un monde sans fin, de ressources illimitées. C'est aussi agréable qu'effrayant, quand on sait ce qu'il en est vraiment. Mes derniers jours s'écoulèrent à New York, qui me donna l'impression d'être dans la capitale du monde. Et malgré l'émerveillement du voyage, qui me rattachait à l'instant, comme à mon habitude, je fus discipliné dans ma mélancolie, et dans mon égarement, dans certains labyrinthes de pensée que je connais pourtant par cœur. Avant New York, je fis Washington, et son cimetière militaire, avec le prélude et fugue de Bach en do mineur dans les oreilles. J'eus cette pensée. Tout est dans la poésie, et dans l'hommage. Dans la poésie, car j'écoutais une œuvre composée il y a plus de 300 ans, et dans l'hommage, car le lieu est en partie l'histoire de mon pays. Bon, que dire de New York? À part qu'une fois qu'on y est, on a cette impression d'y avoir toujours été, tant elle a nourri notre imaginaire depuis l'enfance. La géographie de l'Amérique est tellement vaste, qu'elle nous rappelle à chaque instant qu'on n'est pas grand-chose. Les gens savent qu'ils n'existent pas dans la vie des autres, on ne sent pratiquement pas le regard des gens à New York. Il y a tellement de monde dans les rues, qu'à la longue je pouvais commencer à voir des motifs, de filles et de garçons qui se répétaient. Les mêmes profils et personnalités défilaient sous mes yeux. De quoi relativiser les gens qu'on respecte et qui nous paraissent inimitables. En vagabondant la nuit dans New York, et en m'arrêtant dans la contemplation, à des points de vue stratégiques pour observer le scintillement de l'île de Manhattan, l'évidence est apparue là, nichée dans l'obscurité, et le froid de la nuit qui dénude nos masques. La beauté de cette vue me rappelait qu'elle ne suffirait jamais à elle seule. Ce qui donne un sens à la vie sont les autres, nos relations. La beauté du monde ne suffira jamais. Maintenant je sais. Vivre dans l'obscurité, c'est n'avoir aucun regard qui brille autour de soi. Le groupe d'amis avec qui j'étais parti me coupa dans ma contemplation. Il était temps de rentrer, afin de respecter le programme. Je me suis dit, non, ne mettez pas fin à ma poésie. Et dans ce constat amer, je me suis demandé, combien de fois les horaires, les ordres, les panneaux, la publicité ont mis et mettront encore fin à ma poésie. Peu importe, rien ne m'empêchera de revenir un jour, finir cette contemplation nocturne, la reprendre là où je l'avais laissée. Comme je l'ai dit, beaucoup de pensées me traversèrent, et moi qui étais parfaitement discipliné dans ma pratique de la méditation durant ce voyage, je connus parfois une forme de lâcher-prise, grâce à la pensée qu'une journée c'est long, et que c'est avant tout une fluctuation d'énergie, et que même en voyant de très belles choses, c'est normal de ne pas se sentir bien tout le temps. C'est un projet qu'on prépare depuis longtemps, aller bien le temps d'un voyage. Alors il faut s'autoriser cette tristesse passagère, qui survient parfois même dans les plus beaux décors. Car s'autoriser la tristesse, c'est souvent plus profond qu'une joie imposée. Par contre, il n'y a pas grand-chose de plus profond que la joie volontaire. Se forcer à sourire un peu. C'est dur au début, mais une fois que l'on se met à sourire suffisamment longtemps, et que l'on se sent bien, on finit par se demander pourquoi on s'est mis au départ à sourire. Peu importe, ça va mieux. La souffrance vient des pensées, alors il faut savoir se fondre avec le décor, plutôt que de maintenir une distance de sécurité avec lui. Durant mon voyage, j'ai abordé beaucoup d'inconnus pour leur demander mon chemin. C'est aussi une des choses que j'ai le plus aimé. À l'aéroport de New York, j'eus plusieurs heures à tuer. Je fis 5 fois la même boutique au cas où j'aurais manqué quelque chose d'intéressant. Je lus le New York Times d'un air important. C'est fou ce qu'il est facile de se sentir adulte quand on prend un air sérieux et occupé. La vérité est que j'avais eu ma dose d'Amérique. Je commençais à me moquer des Américaines en les imitant. Il était temps de rentrer chez moi. Dans un pays à la culture plus crédible, pensais-je. Oui, c'est pas joli, je vous l'accorde, mais c'est ce que je pensais sur le moment. Le retour en France. Une fois de retour chez moi dans le vrai silence, je connus une crise de chauvinisme aigu. Comme le contraste était encore tout frais, je prenais plus que jamais conscience du délice et du raffinement, des subtilités, des variations, d'être français. Même les fenêtres des bâtiments anecdotiques sont dotées de jolis ornements. En résumé, de mon point de vue de français, la subtilité, c'est ce qu'il manque à l'Amérique. Je ressentais plus que jamais l'ambiance qu'infusaient les vieilles affiches françaises à la police si élégante. C'est un détail, mais l'essentiel s'y trouve souvent. New York. Cette ville et sa cadence infernale m'ont révélé le paradis dans lequel je vivais, et que le silence est mon paradis. À mon premier réveil en France, New York me semblait être un trou noir chaotique, duquel j'étais miraculeusement sorti.
mais j'avais encore un peu peur qu'il se déplace et change de continent pour avaler le silence qui régnait chez moi. Et ce matin, j'écoute. J'écoute l'absence. Immobile à ma fenêtre, grande ouverte, elle me murmure tout ce que j'ai voulu entendre depuis plusieurs jours. Que le monde reste là où il est. Je n'ai plus besoin de lui aujourd'hui. Vous l'avez compris. Mais à cet instant, je me disais vraiment que c'était merveilleux de retourner dans son pays, après un long voyage, surtout quand son pays c'est la France. Je ne suis pas prêt d'avoir envie de retrouver certains aspects de mon quotidien, mais trop tard. J'y suis déjà à nouveau englué. Soit. Je me mis à retrouver les regards froids des Français. La différence avec les Américains est frappante. C'est vrai que nous, les Français, on n'est pas n'importe qui, mais on est trop sérieux entre nous. Je crois qu'on mérite tous mieux. Le sérieux, ça doit être pour quand on est seul, et le quotidien nous fait trop souvent subir le sérieux des autres. Et puis, quel intérêt d'être dans le quotidien constamment? Il faut savoir rêver, être un peu fou. Le quotidien doit rester un endroit rassurant, dans lequel on retourne pour se reposer, après une longue aventure. Ce que m'ont appris ces quelques jours, loin de mes habitudes, va me permettre de vous donner un dernier conseil. Choisissez bien votre décor. La poésie est dans les bruits que l'on choisit d'entendre, dans les odeurs, dans les gestes, dans la lumière et ses reflets, dans la météo, dans l'air, dans une existence humaine. On ne trouve rien de plus profond que l'amour et le sentiment de liberté, et bien sûr l'émerveillement. Le récit de ce voyage, je vais le terminer avec la phrase d'un ami, que j'ai compris aujourd'hui et que je comprendrai sûrement encore mieux dans les jours qui arrivent. Le meilleur moment d'un voyage, c'est quand on revient chez soi. Merci de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, même si le quotidien est trop souvent une amnésie du sublime, n'oubliez pas de vivre. À bientôt.